Philippe, Florence, vous avez certainement une petite présentation à partager. Voilà, super. Allez-y. Donc bonjour à tous. Nous allons passer maintenant au GT2 sur les propriétés multiphysiques de matériaux de construction biosourcés. Pour ce groupe de travail, nous sommes deux animateurs, Philippe Glé du CEREMA et moi, Florence Collet de l'Université de Rennes. Donc pour aujourd'hui, on avait 51 inscrits sur ce groupe de travail, répartis dans 28 laboratoires, 4 entreprises et 2 institutionnels. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, ça va être de faire un bilan des travaux qu'on a pu recenser, donc à l'issue des premiers séminaires et aussi en allant regarder les présentations que vous avez envoyées pour aujourd'hui. Avec ces travaux qu'on a recensés, on avait identifié de nouveaux axes ou des axes à développer. Donc, on espère avoir un échange avec vous pour définir ces nouveaux axes et identifier les personnes qui seraient intéressées en fonction des thèmes. Et puis, comme pour le GT1, ensuite, on souhaite aller vers le développement d'écoles d'été et de journées thématiques. Donc, on va avoir différentes propriétés multiphysiques qui vont être considérées dans ce groupe de travail. Alors, bien sûr, on a oublié de la mettre ici, mais on va s'intéresser à la masse volumique et à la porosité, aux différents types de porosité qu'on va rencontrer dans les matériaux. Et puis, on va s'intéresser donc à leurs propriétés mécaniques, acoustiques, thermique, Y. Donc là, ce sont des thèmes qui sont déjà développés assez fortement. Et puis, il y a également la thématique de la qualité de l'air qui se développe ou qui est à développer et peut-être d'autres thématiques que vous pourriez évoquer auxquelles nous n'avons pas pensé. Donc, bien sûr, les matériaux qu'on va étudier, on va avoir les matériaux en vrac qui ont été évoqués précédemment, les laines, et puis après, différents matériaux composites, que ce soit avec différents types de liants, comme indiqué précédemment par Vincent dans le GT1. Donc, comme vous voyez, on a récupéré différentes illustrations de vos présentations pour montrer qu'effectivement, on s'intéresse bien à la fois aux matières premières qui impacteront les propriétés des matériaux finaux. Ensuite, on va s'intéresser à l'échelle du matériau, à l'échelle de la paroi, et puis on peut aller jusqu'à l'échelle du bâtiment. Donc, je vais laisser la parole à Philippe pour la partie mécanique. Voilà, merci Florence. Alors, bonjour à tous. Alors, quelques mots sur l'aspect mécanique du coup de ce groupe de CGT. Alors moi-même n'étant pas un mécanicien, enfin, n'hésitez pas à nous solliciter sur des questions et on pourra échanger et j'appellerai à l'aide mes camarades du bureau du GDR. T'inquiète pas, Philippe, vas-y. En se basant sur les discussions des premières journées scientifiques de GDR, en anticipation, donc en 2018 notamment, on avait noté du coup un certain nombre de travaux, même assez nombreux, sur les différents matériaux à base de biosourcés. Donc Florence a effectivement parlé des bétons végétaux, des composites avec des renforts type fibre de lin, fibre de chanvre, etc. Les granulaires également en vrac, les laines végétales. Donc sur ces différents matériaux, on a maintenant une bonne connaissance des relations donc, contre un déplacement, donc typiquement que ce soit sur la compression, la flexion, avec les schémas de déformation associés. On commence également à avoir une bonne connaissance des arrangements granulaires dans le cas des matériaux en vrac. Et par contre, là où il y a des besoins qui ont été identifiés, donc ce serait plutôt en termes de fluage, de variation dimensionnelle et de reprise des charges latérales, en particulier à l'échelle de l'ouvrage dans le cas des sollicitations sismiques. Donc on s'est aidé à vos présentations là remontées pour cette journée de présentation pour illustrer avec quelques exemples là, ces différents types d'approches.
Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions sur cet axe, des compléments que certains voudraient apporter. Sinon, on reviendra à la fin s'il n'y a pas de questions particulières à la fin de la présentation. Donc ça, c'était pour l'aspect mécanique. J'enchaîne du coup avec l'approche acoustique, qui m'est un peu plus familière. Alors, bien qu'on note un nombre de laboratoires un peu plus limité que sur la mécanique, la thématique acoustique commence à avoir pas mal de recul sur les performances de ces matériaux aux différentes échelles. Donc, en allant du matériau et voilà, en globalisant vraiment à l'extrême jusqu'à l'échelle du bâtiment. Donc, au niveau du matériau, ces matériaux biosourcés sont assez atypiques du fait de leur porosité multi-échelle, de leur anisotropie qui est très marquée et de la variété qu'ils vont manifester en termes de dimensions, donc distribution de taille de fibres, distribution de granulats. Voilà. Donc ces différentes spécificités vont avoir des conséquences au niveau des comportements de ces matériaux à l'échelle acoustique, mais pas que. Et ces aspects ont fait déjà l'objet de différentes études. Donc on connaît maintenant bien le lien entre l'absorption acoustique, par exemple, et les paramètres microstructurels qui sont, donc, pour citer des exemples, la porosité, la résistance au passage à l'air, la tortuosité, etc. On commence à bien cerner le comportement multi-échelle de ces matériaux. Également l'anisotropie. Là, par contre, où on voit qu'il y a vraiment du manque, c'est en termes de comportement poroélastique de ces matériaux. On voit aussi l'intérêt d'approche transversale, puisque là, on a vraiment besoin d'aborder ces matériaux à la fois sous l'angle de la mécanique et de l'acoustique, pour bien comprendre tous les phénomènes de dissipation qui vont avoir un effet en acoustique. On pourrait aussi citer également des interfaces entre l'acoustique et l'hygrothermie, puisqu'on a une microstructure commune qui va être à l'origine des différents effets. Maintenant, si je passe à l'échelle de la paroi, donc quand on considère une paroi, on a effectivement plus un matériau homogène, mais souvent plusieurs couches côte à côte, avec des enduits, avec des gradients de propriété. Donc là, on a besoin de faire un couplage entre ces propriétés et de calculer les réponses globales des systèmes. Donc ça, c'est plutôt bien connu à l'heure actuelle. Et là où je pense qu'il y aura besoin de plus de développement, c'est plus sur la compréhension de l'effet des hétérogénéités, donc sur le comportement de la paroi globale. Typiquement, donc, le couplage d'une ossature bois avec le matériau, la présence d'agrégats de grosses dimensions, dans le cas de matériaux composites. Donc voilà, on pourra développer s'il y a des questions particulières sur ces aspects-là. Et pour finir, donc, à l'échelle du bâtiment, donc là, on va être essentiellement confronté à des problèmes d'expérimentation. Comment adapter les protocoles qui sont plus adaptés aux échelles parois, matériaux, aux échelles du bâtiment. Comment faire du coup l'alimentation des problèmes qu'on peut rencontrer à l'échelle du bâtiment pour pouvoir y répondre par des approches plus matériaux, et comment faire le lien du coup entre les différentes approches. Donc voilà un petit panorama, mais qui est loin d'être exhaustif, des différentes problématiques qui vont être rencontrées en termes acoustiques. Donc il y a pas mal de laboratoires qui bossent sur ces sujets, donc le CSTB, le TPE, FCBA, le CEREMA. Donc je suis sûr qu'il y aura des questions sur ces sujets-là, et je pense que il y aura pas mal d'études qui pourront être menées à terme grâce au GDR, j'espère. Florent, je te relaisse la parole du coup pour le microthermique. Donc, on a couplé Y et thermique ensemble, puisque, vous le savez, ce sont des phénomènes très fortement couplés. Donc, actuellement, on a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur la caractérisation à l'échelle du matériau. Donc, les caractéristiques qu'on retrouve le plus souvent, ça va être des études de conductivité thermique. Donc, en conductivité thermique, les différents labos sont équipés avec différents équipements. Donc, on va retrouver des mesures au fil chaud, au hot disk, à la plaque chaude. Donc, ce sont celles qu'on retrouve le plus souvent.
On va pouvoir, grâce aux méthodes de mesure en régime transitoire, étudier l'évolution de la conductivité thermique en fonction de la teneur en eau. Deuxième paramètre thermique que l'on retrouve, alors beaucoup moins quand même, c'est la mesure de la capacité thermique. Donc certainement du fait qu'on a des difficultés de mesure de cette grandeur avec les matériaux biosourcés, et notamment il y a certaines méthodes qui ne seront pas adaptées du fait de leur porosité. Sur le côté Y, on va avoir des mesures d'isotherme de sorption, donc mesure qui va caractériser l'équilibre de la teneur en eau en fonction de l'hygrométrie. On va avoir ces mesures soit dans des enceintes climatiques ou avec des méthodes de solution saline. Il y a également quelques laboratoires qui font au DVS. Et puis, on va avoir également la mesure de la perméabilité à la vapeur. Donc là, en général, des méthodes à la coupelle. Donc, on retrouve de façon la plus fréquente la mesure de la perméabilité au point sec, 0,50. Et puis, parfois, les points humides ou l'évolution de la perméabilité en fonction de l'humidité. Donc ça, c'est pour les mesures en régime permanent, enfin, où on atteint un régime permanent. En régime dynamique, on a également la mesure de la valeur MBV, donc la valeur de capacité tampon Y, qui est développée dans de plus en plus de laboratoires. Donc ces mesures, hein, comme on le disait tout à l'heure, on en retrouve sur les granulats en vrac, parfois sur des fibres, et puis également sur des composites, des laines ou des composites type béton de chanvre ou autres composites. Ensuite, on a mesure à une échelle au-dessus, donc à l'échelle de la paroi. Donc, à l'échelle de la paroi, on retrouve dans différents laboratoires des équipements permettant de contrôler l'humidité et la température. Alors, soit des deux côtés de la paroi test, soit parfois d'un seul côté, et le deuxième côté correspond à l'ambiance du laboratoire, ou alors d'un côté et le deuxième côté correspond à l'ambiance extérieure. Donc sur ces types de parois, en général, les mesures qui sont faites, ce sont les évolutions de température et d'humidité relative dans l'épaisseur de la paroi. Et donc, sous différentes sollicitations, soit, comme on le disait tout de suite, contrôlées des deux côtés ou contrôlées d'un seul côté. Donc parfois, on va avoir en plus les mesures de flux qui vont venir compléter ces mesures à l'échelle de la paroi. Et puis, quand on va être à l'échelle du bâtiment, donc on va retrouver le même type d'instrumentation, c'est-à-dire que les parois extérieures seront instrumentées en température et en hygrométrie, et éventuellement avec des flumètres. Et quand on va être à l'échelle du bâtiment, on va parfois retrouver en plus de la métrologie sur la consommation énergétique des bâtiments. Donc, ces différents points, ce sont principalement des essais expérimentaux, hein, mais on va retrouver bien sûr de la modélisation. Par exemple, sur les conductivités, on retrouve assez facilement des modélisations avec différentes méthodes, notamment des méthodes autocohérentes. Et puis ensuite, pour simuler les transferts hygrothermiques au sein des parois, les labos se sont équipés de différents modèles, donc soit des modèles d'ingénierie ou alors des modèles développés au sein des laboratoires, donc avec des couplages humidité, température. Et puis, selon les affinités des laboratoires, ces modèles vont intégrer différents paramètres. Par exemple, on ajoutera les hystérésis dans certains modèles de laboratoire. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Philippe. Oui. Alors, donc, du coup, en termes de perspectives ou de travaux pour lesquels on a identifié une poursuite intéressante et donc une mise en collaboration des différents laboratoires qui pourraient être plus particulièrement intéressantes sur ces points-là. Donc, on a évoqué tout de suite la prise en compte de différents phénomènes dans les modèles. Donc, les modèles d'hystérésis, mais également les effets de cinétique au sein des modèles.
C'est un peu ce qu'on cherchera à montrer en fait avec le benchmark que présentera Christophe tout à l'heure. Et puis ensuite, un deuxième objectif, c'est d'être capable d'aboutir à une prise en compte correcte de l'aspect Y dans les bilans énergétiques des bâtiments. Donc bilan énergétique, mais également vis-à-vis du confort des usagers, hein, puisque maintenant on sait mesurer en laboratoire la valeur tampon Y des matériaux. Maintenant, quand ils sont mis en œuvre, bien sûr, il va y avoir des enduits dessus. Donc déjà, les valeurs MBV ne sont pas toujours mesurées avec les finitions. Et puis, il va y avoir le couplage avec l'ambiance qu'il faudra prendre en compte, donc pour bien qualifier du coup l'effet Y une fois mis en œuvre in situ, et avec un objectif ultime de bien pouvoir faire prendre en compte ces aspects Y dans la réglementation environnementale 2020. Alors, pour la 2020, ça sera peut-être compliqué, mais voilà, on a déjà discuté et évoqué, par exemple, d'aller vers des conductivités thermiques équivalentes. Mais là, c'est vraiment un aspect qu'il va falloir développer dans le GDR. Comment peut-on faire pour prendre en compte ces aspects Y correctement, donc dans nos outils de prédiction et ensuite à l'échelle réglementaire, puisque ça a été évoqué dans la présentation de Thibaut et Arthur. Hein, en ACV, on nous tire une balle dans le pied, sur le côté hygrothermique également. Donc, voir comment on peut faire prendre en compte correctement les qualités de ces matériaux. Du coup, Florence, on a quelques questions sur les essais thermiques à l'échelle de la paroi, donc typiquement quelques mètres carrés. Donc de Rémi Perrin, donc, qui pose la question sur une boîte gardée de quelques mètres carrés. Alors, donc sur les échelles de paroi, alors je n'ai pas regardé toutes les échelles, mais effectivement, c'est plusieurs mètres carrés. À Rennes, typiquement, on avait une paroi 2 mètres par 2 mètres 50, 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, et puis là, du coup, on l'a redivisé en 4 fois 1 mètre carré. Mais voilà, ça va être vraiment échelle paroi pour prendre en compte justement la mise en œuvre in situ, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir les ossatures qui vont être mises en place, hein, comme dans un bâtiment, et du coup, voir l'effet de l'ossature par rapport au comportement en partie courante, des choses comme ça. Mais on n'est pas les seuls, hein, dans les autres laboratoires aussi, ils ont plusieurs mètres carrés. Et, ouais, il y a Lyon, il y a je vais un petit peu animer les questions. Donc, elles sont arrivées pendant vos présentations respectives. Bon, globalement, il faut bien voir, hein, le multiphysique. Dans multi, c'est qu'il y a beaucoup de spécialités. Et on se rend compte quand même, au travers des laboratoires, chacun a sa spécialité. Hein. Ceux qui font de la thermique, ils sont spécialisés en thermique. Il y a la Société française de thermique qui s'est d'ailleurs a organisé une école qui était très très bien l'an dernier. Et c'est peut-être une chose à reproduire. Globalement, donc, ce qui est dit, effectivement, je pense qu'il va y avoir un travail je dirais, de faire un listing des équipements, on va dire, d'exception ou d'excellence qui se retrouvent dans certains laboratoires. Parce qu'effectivement, il y a la question de qui a une boîte chaude de plusieurs mètres carrés qui est venue, une des questions. Mais je pense que même vis-à-vis d'autres types d'essais, il va y avoir ce type de question. Qui possède le matériel adapté pour mesurer telle ou telle caractéristique? Il y a une question qui revient sur la mécanique. Je pense qu'il est important de soulever la problématique des conditions opératoires. Alors, je ne sais pas, j'ai envie d'y répondre directement parce qu'il y a eu un travail de la Réunion internationale des laboratoires de matériaux de construction, donc la RILEM. C'est un travail de 2015 qui a été publié avec effectivement un mode opératoire sur les essais mécaniques. C'est des recommandations. Elles ne sont pas, comment dirais-je, parfaites, dans le sens où elles ne vont pas prendre en compte absolument toutes les géométries et toutes les, je dirais, on n'a pas standardisé, on va dire, ces recommandations, mais par contre, il y a des informations intéressantes qui sont sur les vitesses de chargement, les dimensions d'éprouvettes, les capteurs. Et je dirais, il faudra suivre juste après
donc à partir de midi 10, le benchmark qui est proposé et qui est un petit peu sur les aspects mécaniques. Mais effectivement, pour M. Benazouk, n'hésitez pas, si vous avez des propositions sur la caractérisation mécanique, n'hésitez pas à nous faire remonter. Autre question qui est posée. Juste 2 secondes. Est-ce que, Philippe, tu veux mettre le dernier slide du coup pour montrer la méthode de travail à laquelle on avait pensé? Voilà, parfait. Vas-y. Non, en fait, c'était juste pour finir sur la méthode de travail qu'on proposait. Donc, on avait imaginé faire un annuaire. Donc là, aujourd'hui, on a la liste des participants, mais en fait, on voudrait compléter en indiquant dedans les bases de données expérimentales, enfin déjà les équipements des différents laboratoires, justement, et puis partager des données expérimentales à différentes échelles, puisqu'il y a également des laboratoires qui font principalement de la modélisation et qui pourraient être intéressés par des données expérimentales. Voilà, c'était juste pour compléter là-dessus et ensuite revenir sur les écoles d'été, les journées thématiques qu'on pourrait mettre en place. Question posée par Gilles Labatte, FCBA, sur qu'en est-il du confort pour l'usager? Oui, alors je vais peut-être répondre du coup. Le confort, on pense souvent à la perception acoustique, mais donc on a aussi une corrélation avec voilà, tout ce qui est ressenti plus des ambiances avec l'hygrothermique. Plus généralement, ça peut se coupler également avec la qualité de l'air. Donc, bien sûr, tout ça, ça rentre complètement dans le GT2. Oui, c'est une approche en fait multicritère, c'est-à-dire qu'on considère l'acoustique, la thermique, les COV, mais aussi le sensoriel apporté par les matériaux. Et en fait, c'est vraiment une valeur ajoutée des matériaux biosourcés et bois qui permet en fait aux usagers de se sentir mieux dans une maison finalement. C'est vrai que c'est une méthode très intéressante à développer, hein. Effectivement, à ajouter au GT2. Et ça demande du coup de bien connaître à la fois les comportements physiques des matériaux et aussi le ressenti, donc plus perceptif côté usage. Oui. Donc, ça demande une double compétence. Mm. Et là, on a besoin de pas mal de renforts, je pense. Et du coup, effectivement, on pourrait intégrer l'aspect sociologique également si on ouvre un thème sur le confort de l'usager. Ouais. Après, il est clair, hein, pour être efficace, on va essayer d'ouvrir 2-3 thèmes. L'essentiel, c'est d'avoir des responsables de groupes de travail. C'est toujours l'appel que j'ai fait ce matin à 9h20. C'était véritablement faire remonter plus des groupes de travail avec des personnes bien identifiées, des objectifs et qu'est-ce qu'on peut faire. Le GDR, c'est un outil justement d'organisation. C'est pas lui qui va dire « Ah, je m'empare de telle ou telle question ». Les questions, c'est vous qui les posez et qui organisez de manière assez transversale, si possible, des équipes qui vont travailler en parallèle et le GDR sera, je dirais, la boîte de résonance pour faire partager vos résultats. Autre question qui nous vient d'un centre de recherche en Belgique, pourrait-on prochainement discuter pour voir comment nous pourrions collaborer ensemble et éventuellement participer à votre GDR? Bien entendu, l'espace francophone et je dirais même européen, on a parlé de montage de projets européens et avoir nos amis belges, suisses, allemands et fait partie un petit peu de nos prérogatives. Voilà. Autre question scientifique que j'avais vu passer. Alors, les enceintes climatiques, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup en France. C'est vraiment peut-être l'équipement qui a été le plus, je dirais, construit ces derniers temps. Hein. Donc, effectivement, il faut essayer plutôt de pointer quelles sont les spécificités de chacun de ces outils. Les conditions opératoires, ça, on en a parlé. Bon, il y en a aussi au CSTB. Voilà. Bon, je crois qu'on a passé. Alors, donc, c'est beaucoup. Oui. Sofiane, juste sur le périmètre, il y a eu des réactions sur la durabilité et le feu. Donc, ça sera bien évidemment. Juste après, on va en discuter juste après. Hein, j'ai bien vu le feu, c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé. Mais sur l'aspect durabilité, du coup, on est bien conscient qu'il y a une interaction entre GT2 et GT3. Ouais. Il y a eu d'ailleurs des thèses sur le sujet, donc
pour citer par exemple celle de Guillaume Delannoy sur les bétons végétaux. Exactement. Bien.